Yo Sacha, tu vas bien? Ah, ça va bien et toi? Eh ben écoute, la forme, la forme. Merci de venir ici aujourd'hui avec moi sur ce podcast. Donc je suis vraiment ravi de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Au plaisir, mec, au plaisir. Trop C'était quoi la cool. première fois d'ailleurs? Curiosité. Ben tu sais quoi, c'était quand j'étais à Bali. Quand j'étais à Ok. Bali, ouais, ouais, c'était en plus avec des caméras, tout ça, en vrai, donc c'était assez intéressant. Toi, je sais que t'es pas mal sur les podcasts en ce moment, t'en fais beaucoup. Là, j'ai vu la vidéo hier sur YouTube avec 10 heures de conversation avec Théo. Avec Théo, ouais. Ouais, bah on a passé pas mal de temps. Il est resté un mois et demi avec moi en Croatie. Donc forcément, ça donne lieu à faire du contenu. Bah ouais, parce que là, du coup, t'es où en ce moment? Parce que à chaque fois que je te vois, t'es ailleurs. Ouais, il y a un petit mouvement. Bah, là, je suis en Hongrie actuellement. Je suis à Tokaj, dans la Ok, région des vignobles de Hongrie. Et là, demain, je prends un train pour aller à la frontière et après, je vais me caler en Transylvanie pour 2 semaines, ok, en Roumanie. insane. Voilà. Insane. Ah, c'est trop bien, c'est trop cool. Tu sais, ça me fait drôle d'être en appel aujourd'hui avec toi parce que la première fois que je t'ai vu, je sais pas, c'était il y a peut-être 6 mois. Et tu sais, il y a un truc qui m'a marqué chez toi et je pense que c'est l'OHP à 90 kilos. Tu te rappelles de celui-là ou pas? L'OHP, OHP, j'ai OHP 100 kilos, gros. Qu'est-ce que tu me Ouais, mais racontes? moi je t'avais découvert avec l'OHP à 90 kilos à l'époque. Ah, ok. Ouais, ça fait un certain temps, ouais. C'est ça. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui connaissent pas l'exercice de l'OHP? L'OHP, bah, c'est juste développé militaire à la barre, quoi. C'est Classique, en ça, vrai. mais derrière la nuque du coup. Ah, OHP nuque. Oui, OHP nuque, ouais, ouais, carrément. Ouais, insane. D'ailleurs, j'ai commencé à l'inclure dans ma prog. En vrai, ça va être intéressant. Et la chose qui m'avait aussi impressionné, c'est le soulevé de terre à 280. Tu te souviens de celui-là? Ah, le soulevé terre à 280 tradi, bien sûr, je m'en souviens. Putain, À la ferme, là. ouais, 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 Oh, ouais. bon setup en plus. Tu sais, avec les pecs qui t'as l'impression qu'ils vont exploser au début, tu sais. Non, mais c'est vrai que dans le primal français, je voyais pas beaucoup de mecs qui incarnaient le truc côté entraînement. Je me suis dit que c'était important de Ouais, pousser le training un peu loin. et mais surtout que moi, tu me fais penser alors, c'est sûr que tu vas savoir de qui je parle, j'ai oublié son nom, mais tu sais, c'est un Australien, mais vraiment un monstre et qui s'entraîne que avec des poids rouillés. Euh, Ah, comment il s'appelle? Un mec extrêmement grand, là, Thomas ouais, Viande. ouais, il est effrayant, ce mec. Mais ce mec me follow sur Insta, mec. Je J'ai savais pas. vu, mais oui, Ouais. il avait même liké la publication à l'OHP à 90. Carrément, carrément. Même moi, j'étais choqué quand j'ai vu qu'il me follow. C'est une inspiration, Tom, en vrai. Il est trop chaud. Et surtout qu'il monte pas sa tête, quoi. C'est assez insane. Ouais, ouais, ouais. C'est Bon, assez après, sa insane. tête, on l'a vu maintenant, mais ouais, il la monte quasiment jamais. C'est ça. Trop cool, trop cool. Bon, aujourd'hui, avec Sacha, tu parles de plus en plus sur ton contenu d'introspection. On va essayer de répondre à une question est-ce que savoir si aujourd'hui, quelle est la puissance de l'introspection? On va essayer aussi de la définir. Quelle peut être son utilité au sein de tous les jours et voir si fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, grâce à l'introspection, peut-être se créer une réalité, la façonner différemment ou du moins plus comme on l'entend. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite par aujourd'hui définir un peu qu'est-ce qu'on entend par introspection. Toi, par quoi est-ce que ça se traduit aujourd'hui, tout simplement, le fait de faire de l'introspection? Je sais que tu en fais personnellement et avec les gens que tu accompagnes aussi. Carrément. Alors, déjà, je suis curieux moi-même de savoir, toi, parce que, si tu veux, moi, j'ai ma définition, j'ai ma Hmm. manière d'aborder la chose avec mes clients et avec, dans ma vie personnelle. Mais toi, qu'est-ce que tu penses entendre par là? Genre, quand on te dit introspection, tu penses à quoi, typiquement? Ouais. Mais, tu vois, typiquement, moi, introspection, la première chose, c'est se comprendre. Tu vois, c'est peut-être à un moment se dire, il y a eu une phase de notre vie, et au final, je pense qu'on l'est toujours un peu, où il y a toujours une partie évidemment inconsciente, mais je pense qu'il y a des phases de la vie, notamment quand on est plus jeune, où en fait, on est par définition un peu plus inconscient. Ouais. Et donc en fait, peut-être qu'à un moment, il y a des schémas qui vont être légués par tes parents, par la société, par les expériences que tu vas vivre, et au final, qui vont un peu te former ton esprit et la manière, tu vois, le filtre avec lequel tu vois la vie. Et j'ai l'impression, tu vois, que l'introspection, ça te permet de, justement, un peu démêler de, ok, j'ai vécu X choses vis-à-vis de mes parents, j'ai vécu X choses dans ma vie qui m'a fait en fait voir la vie de cette manière maintenant. Et ça me permet de prendre un pas de recul et moins être drivé justement par cet inconscient ou au final sur lequel j'ai pas de, euh, je ne peux rien faire dessus en fait. C'est un peu, je suis contrôlé comme si c'était un peu un zombie, un virus et en fait qui naviguait la vie à ma place, tu vois. C'est un peu euh, cette partie vraiment passée qui me permet de potentiellement de mieux comprendre mon présent et peut-être pourquoi même pas rêver un peu plus pour le futur, tu vois. C'est la manière dont pour moi j'ai compris l'introspection, tu vois.
Non, c'est vraiment pas mal du tout, c'est intéressant. Parce que souvent, les réponses que j'ai, c'est genre, ouais, c'est journaler, c'est ce genre de choses. C'est réfléchir à qui on est. Là, c'est bien parce que tu as quelque chose d'un peu plus détaillé. Si je résume, en gros, ce que tu dis, c'est un peu comprendre ta grille de lecture actuelle du monde, qu'est-ce qui l'a formé. Et en fait, bah, ta grille de lecture, c'est un petit peu, comment? Un peu le reflet de ton identité aussi. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que l'introspection, c'est comprendre l'identité que tu as actuellement pour pouvoir, par le futur, la définir. On part du principe qu'on a vécu des expériences, on les comprend et on comprend surtout comment elles nous ont façonné à l'instant T. Et ensuite, comment est-ce que tu vois, on fait la transversale entre, ok, j'ai compris ce qui était dans le passé et ça va me permettre de mieux façonner mon futur justement derrière, tu vois. Comme tu l'as dit, le fait de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ton passé et où tu en es aujourd'hui, ça te permet d'élever ton niveau de conscience. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un comportement, c'est-à-dire par exemple de sortir ton téléphone, d'aller scroller, ou je sais pas, d'aller sur Tinder et d'aller à un date avec une meuf de manière aléatoire, tu vas pouvoir observer le comportement un petit peu comme si tu étais à la troisième personne, tu vois, comme si tu étais au-dessus de toi-même. Et avoir ce niveau de conscience, ça te permet bah, de choisir ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu vis de manière automatique, comme tu l'as dit, ce qui est généralement plus le cas quand tu es jeune, bah, par définition, le fait de vivre de manière automatique, tu décides pas ce que tu fais. Quand tu observes quand tu observes ce que tu fais, quand tu élèves ton niveau de conscience, en observant les choses, tu peux agir dessus. Tu peux pas agir sur des choses que tu vois pas. Donc, une autre définition que je pourrais dire de ce point de vue-là sur l'introspection, c'est le fait de chercher à éclairer tes zones d'ombre, en fait. Tu vois, éclairer tes zones d'ombre pour mieux te comprendre et mieux pouvoir te définir. Moi, il y a une question qui me vient tout de suite en tête. Euh, En fait, j'ai l'impression que c'est facile, tu vois, quand tu fais de l'introspection, de peut-être regarder son passé et peut-être à un moment le tourner d'une certaine manière ou l'interpréter un peu différemment. Tu vois, peut-être en se disant, pour justifier une condition dans laquelle on est à l'heure actuelle, se dire que ah j'ai peut-être vécu un moment comme ça ou j'ai vécu un moment comme ça. Comment est-ce que tu as aussi remarqué ça si c'est le cas, est-ce que tu as trouvé des manières de rester le plus objectif possible par rapport à ce que tu as pu vivre déjà? Alors, il y a une grosse part de narratif, si tu veux, qui est interne, évidemment. Il y a une grosse part de narratif que tu construis a posteriori. Il y a deux choses vis-à-vis de ça. La première chose, c'est est-ce que ce narratif, il me sert ou est-ce qu'il me dessert? Parce que s'il me sert, j'ai pas d'intérêt à le changer, même s'il a une part de construction a posteriori, si tu veux. Une part qui n'est pas forcément complètement authentique à ce qui s'est passé dans le réel. La deuxième réponse, pardon, à cette question-là, c'est il te faut quelqu'un qui peut te rendre responsable, en fait. Quelqu'un qui va observer les choses. Euh, et enfin, moi, bah, c'est pour ça que j'ai un accompagnement. C'est parce que du coup, quand je vois ces comportements-là chez mes coachés, quand je les vois justifier un truc volontairement, pas consciemment, mais volontairement, ne pas aller creuser une question aussi loin qu'ils devraient la creuser, je peux un peu les confronter à ça, en fait. Tu vois, leur poser des questions et les faire eux-mêmes trouver les réponses. Ok, ouais, des questions socratiques du coup. Exactement ce que j'allais dire, il y a un rapport beaucoup avec le même travail que faisait Socrate, justement. Ok, très intéressant. Et du coup, il y a un moment où en fait tu te dis, ok, là j'ai assez creusé, tu vois, et j'ai trouvé la raison, peut-être on pourrait dire mère, qui explique tous les comportements au-dessus. Ou est-ce que d'après toi, il y a toujours quelque chose à aller creuser? Alors, ça c'est une bonne question. Généralement, les gens vont quand même aller assez loin à la racine si tu les pousses. C'est-à-dire que quand tu regardes les comportements que quelqu'un avait quand il avait 3 ans et comment il était conditionné par ses parents, tu peux difficilement dire qu'il y a besoin de remonter plus loin, à mon avis. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement qui commence très tôt et qui conditionne la personne que tu es aujourd'hui. En fait, justement, le travail pour moi de devenir réellement adulte, c'est de prendre conscience de ces choses-là, donc c'est ce travail introspectif, pour pouvoir dire, ok, maintenant je me définis par rapport à ce que j'ai choisi de me définir. Tu vois. Après, tu pourrais toujours aller plus loin. Tu pourrais te demander, ok, mais si ces comportements-là, je les avais à 3 ans, conditionnés par mes parents, qu'est-ce qui a conditionné mes parents à se comporter vis-à-vis de moi comme ça? Mais bon, après, on est là en fait pour aller, si tu veux, au niveau de profondeur qui est utile à la personne. Généralement, remonter à l'enfance, ça va être utile, parce que tu vas comprendre comment
enfin, qu'est-ce qui t'a amené à agir comme tu agis aujourd'hui, mais remonter dans l'histoire des parents, des grands-parents, jusqu'à un certain degré, ça peut être utile, mais il y a un moment où bah, ça sert à rien, en fait. C'est de la Bon, branlette, tu vois. ouais, C'est de la ouais. branlette Ouais, intellectuelle, genre. j'ai hésité à le dire, j'aurais dû. T'inquiète, moi le vocabulaire il est cru, hein, tu le vois sur mes vidéos de toute façon. Pour moi c'est de la branlette. C'est quoi un peu le processus, tu vois, que tu as vis-à-vis de l'introspection? J'imagine que c'est un travail quand même de longue haleine et qui met du temps. On part du principe qu'on veut faire de l'introspection justement pour pouvoir mieux définir sa réalité après et pouvoir justement la choisir. C'est quoi la répartition entre je fais de l'introspection et après, gros, juste, en fait, je fonce et je passe à l'action, tu vois? Hmm, c'est une bonne question. Généralement, surtout quand tu reprends des gens qui n'ont pas forcément su faire ce travail introspectif de manière structurée, moi un truc que je dis souvent c'est que quand tu as des réponses qui sont pas intéressantes, quand tu as les mauvaises réponses, bah, c'est parce que tu n'as pas posé les bonnes questions. Et moi ce qui m'a freiné le plus dans ma propre introspection pendant je dirais des années, c'est le fait que je me posais pas les bonnes questions. Typiquement mon journaling je le faisais au hasard. Par ego, typiquement, je voulais pas utiliser de template ou demander à quelqu'un de me poser des questions. Et bah, ça m'a énormément freiné. Donc généralement, cette phase initiale, quand tu as des gens comme ça qui ont soit pas fait de travail introspectif, soit l'ont fait d'une manière qui leur correspondait pas réellement, il va prendre à peu près 2 semaines, si tu veux. Ça va être les 2 premières semaines de l'accompagnement. Avec moi, c'est juste, tu as une liste de questions, tu passes 2 heures par jour à y répondre. C'est énergivore, mais c'est nécessaire pour pouvoir passer à la suite correctement, en fait. Ouais, 100%. Ah ouais, quand même, 2 heures du coup. C'est quoi un peu le type de question? La liste de questions, je la donne gratuitement, hein. Je l'ai pas, Ok, ok, c'est pas un truc qui est trop caché. cool. De toute façon, C'est quoi le... moi, j'ai toujours eu cette approche, juste pour te dire là-dessus, tu vois. Genre même, je sais pas si tu avais vu à l'époque où j'étais encore en coaching primal, périconcu, etc. J'avais un school payant, pas très cher en recurring. Et je l'avais mis gratuit parce que ça me faisait chier de vendre de l'info, en fait. Je voulais juste vendre le mentorship pour les gens qui avaient envie d'aller plus vite, tu vois. Donc, moi, l'info, elle est gratuite. Si vous voulez vous débrouiller, vous vous débrouillez, il n'y a pas de souci. Euh, mais typiquement, sur ces questions-là, ce qui est dur, c'est que je trouve que tu peux pas vraiment faire le travail seul parce qu'il faut quelqu'un pour te mettre face au truc que tu as peut-être volontairement pas assez creusé et tout ça, comme je te le disais. Donc la liste de questions, pour revenir à ça, ça va bah, beaucoup tourner autour de l'identité, des points de douleur. Donc la première question, généralement la plus longue à répondre, ça va être de me raconter l'histoire de vie de euh, tous les points de douleur, toutes les difficultés que tu as affrontées, etc. Et comment t'en es ressorti. Après, tu vas avoir d'autres questions sur tes influences culturelles, Ok. que ce soit au niveau lecture, au niveau créateur de contenu. Va y avoir des questions sur tes points de douleur, les comportements que tu n'arrives justement pas à changer, que ce soit des addictions, etc. Va y avoir des questions sur le sens que tu donnes à ce que tu fais, parce que moi je travaille principalement avec des entrepreneurs slash des coachs. Pourquoi ils ont envie de faire ça? Quelle est la motivation derrière? Il faut toujours aller encore une fois à la racine des motivations. C'est comme ce que tu disais, à quel point on creuse. Généralement, sur ces questions-là, les mecs n'ont pas envie de s'avouer des choses, donc on creuse pas assez loin, tu vois, au début. Et ouais, voilà, c'est autour de ces sujets-là que ça tourne, les questions. Très intéressant. Au fond, je pense que ce qui est aussi primordial avec l'introspection, c'est aussi à un moment, ah, comme tu dis, c'est aussi, voilà, ça nous permet de faire un peu le point de tout ce qui nous a influencé jusqu'à maintenant et, et, et surtout de se dire, en fait, je vais pas passer 10 ans à aller dans une direction pour au final me dire, au fond, c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Donc c'est pas une direction que j'avais définie par moi-même. C'est intéressant parce que moi, j'avais cette conviction, il y a encore quelques années, que je savais pourquoi est-ce que je faisais l'entrepreneuriat, par exemple. Et que c'était ça la raison, tu vois. Avec du recul, je me suis rendu compte que c'était tu vois, c'était vraiment matérialisme. Je voulais avoir la plus belle fille. Tu sais, vraiment, moi, le truc qui me faisait kiffer, c'était des bateaux à 150 millions et tout. Ouais, Je kiffais carrément. Jordan Belfort, tu vois. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que bon, bah, en fait, je travaille dans le vent et, bah, en fait, non, c'est pas ça qui me motive. C'est peut-être, bah, en fait, c'est peut-être que je veux aussi un peu aider des gens. Et du coup, comment est-ce que je pourrais aider des gens? Bah, j'ai des compétences dans le coaching sportif. J'ai été mince, j'ai pris 15 kilos de muscle. Je peux aider des personnes comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu sais, c'est un peu comme un oignon. Et que... De l'oignon, ouais. Ok, intéressant, je connaissais pas. C'est quoi cette métaphore? Bah, en fait, je sais pas si d'où tu la sors cette métaphore-là de ton côté.
C'est un truc que tu as découvert toi-même. Ouais, La plupart des mecs qui en parlent dans le dev perso, ça vient de David Deda dans La Voix de l'homme supérieur. C'est un bouquin qui est assez connu ok. Ouais, en ce moment. ouais, ah oui, oui, ok, ok. Ouais, je connais de nom, mais je l'ai jamais lu. Il est sympa ce bouquin? Ouais, il est pas mal, pas mal. Je dirais pas que Cool. c'est une de mes plus grosses références, mais c'est intéressant dans les questions de polarité, etc. Ok, intéressant. Bon, bah, faudrait que je me le note. Je sais que, tu sais, en fait, tu mets plus de livres que ta capacité à lire. Je me retrouve à avoir une liste de 30 livres que j'aimerais lire, mais j'ai une certaine cadence qui me bride, où au final, je peux pas aller au-delà. Ça, je suis pas spécialement d'accord. Je pense que faut se laisser autant d'options que possible. Je pense que ce qui freine les gens beaucoup dans la lecture, c'est le fait qu'ils se forcent à lire des choses qu'ils aiment pas. Donc dans mon cas, typiquement, ma vision sur la lecture, généralement, tu regardes ma bibliothèque, j'ai je lis peut-être une cinquantaine de bouquins à l'année, si tu veux. J'en lis à peu près un par semaine. Mais je vais à chaque fois sur les bouquins que j'ai envie de lire ou j'ai dans ma liste, bah, tu vas en voir 10 fois plus que ce que je vais lire en Hmm. factuel, tu vois. Parce que ce qui me permet de lire autant sans forcément faire d'efforts, sans me brider, c'est justement le fait que je lis juste des trucs que j'ai envie de lire. Genre, s'il y a un bouquin qui me fait chier, au bout de 50 pages, je le lâche. C'est rien de se forcer, tu vois. Ok, non, 100%. Grave. Bah, c'est un peu, de toute façon, c'est un peu la clé de tout au final dans la vie, hein. C'est une fois que tu te forces pas, que tu rentres dans l'état de flow et après, c'est la magie un peu de la vie. Euh, mais voilà, on a ce constat-là. Peut-être qu'on a compris que bah, dans l'enfance, je sais pas, la relation qu'on a eue avec notre père ou la relation qu'on a eue à l'école peut-être, bah, en fait, on se rend compte que sur les 5, 10 dernières années, en fait, c'est juste ça qui drivait notre vie et qu'au final, en fait, on se retrouve dans une situation où on est en mode, j'ai pas envie d'être cette personne à vie. Bref, on en a pris conscience. Ça va être l'action au sens général. Mais comment est-ce que toi tu définirais cette prise d'action justement pour passer d'un stade de j'étais inconscient, je suis conscient des problèmes et maintenant je passe à l'étape suivante qui est bah, je travaille justement sur ces derniers. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je vais revenir sur un point dont tu parlais avant. Ça va venir avec les questions de vision, d'antivision et d'action identitaire. Mais tu parlais avant de le truc où tu étais passionné par Belfort, et tu voulais la plus belle fille, le plus beau yacht, etc. Ça vient avec la question de tes moteurs motivationnels, qui je pense est très important. Et j'ai tendance à dire aux gens, parce que les gens ont tendance à essayer de se forcer. En fait, tu peux reconnaître le futur moteur qui va te motiver, si tu veux. Tu peux reconnaître qu'actuellement, tu es motivé par les meufs, par l'argent, mais savoir que plus tard, tu seras motivé par le fait d'être dévoué à ton art, d'aider des gens ou d'autres choses. Et je vois trop de gens qui se forcent à être motivés par le moteur supérieur et qui se mentent à eux-mêmes sur le fait qu'ils sont pas réellement par celui d'en dessous, tu vois. Ça, c'est un schéma que je remarque beaucoup chez notamment des coachés. Et j'ai tendance à dire que si tu es motivé par les meufs, etc., faut que tu ailles au bout du truc, en fait. Donc, pour pouvoir réellement passer d'un moteur à un autre, pour pouvoir vraiment éplucher cet oignon-là, bah, il faut que chaque couche de l'oignon, tu l'aies complètement masterisé, si tu veux. Tu l'aies complètement passé au niveau motivation. Parce que si tu te refuses un truc qui est ta motivation première sur le moment, ce qui va se passer, c'est que ça va revenir plus tard, sous une forme bâtarde un peu, tu vois. Ok. Ça va revenir te bouffer. Et tu vas faire typiquement, je sais pas, crise de la quarantaine, tu quittes ta meuf et tu vas te taper plein d'autres meufs, tu vois. Et bon, je pense que ça peut être prévenu par un minimum d'honnêteté avec soi-même au préalable sur ces moteurs-là. Si à un moment on a une certaine conviction par rapport à qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qu'on a envie de faire ou de devenir dans la vie, c'est se dire, ok, avant de passer à autre chose, il faut aller au bout de cette conviction, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est pas qu'il faut aller au bout, c'est qu'il faut aller au bout de la motivation, de la conviction en question. C'est-à-dire que t'es pas obligé de te forcer, genre si tu t'es mis un objectif, je sais pas, de faire 1 million d'euros avec ton business actuel avant de passer à autre chose, tu vois. Et que à 100K, tu te rends compte que tu as complètement épuisé, si tu veux, la motivation du truc en question. Tu estimes que Hmm. c'est bon, t'es plus motivé par ça, réellement. C'est ok de passer à la suite. Ce que je dis qui est problématique, c'est pas forcément le fait de masteriser la chose, c'est le fait d'épuiser la motivation, d'épuiser le moteur en question. Ah, ok. Pour voir nu. C'est ça, c'est Ok, ça. ok. Et je pense que typiquement, tu vois, pour beaucoup, la plupart des jeunes hommes, en fait, ils veulent pas se l'admettre à eux-mêmes, mais ils ont besoin de masteriser quelques trucs, d'être capable de masteriser le côté social, leur relation aux femmes, le côté financier,
avant d'être capable d'être motivé par des choses plus élevées, entre guillemets, tu vois. Et voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se mentent à eux-mêmes là-dessus et que ça freine. Et ça veut pas dire que tu as besoin d'être un dégénéré ou quoi, hein. Ça veut simplement dire qu'il faut juste être honnête vis-à-vis de toi-même sur tes motivations et réaliser les choses, tu vois. T'es Bien pas sûr, obligé d'aller coucher à droite à gauche pour réaliser le côté social, tu vois. Tu peux te confronter à la chose sans être un dégénéré, justement. bien sûr, bien sûr. On est tous les deux aussi encore des jeunes hommes. T'as 21, 22? 21 ans, ouais. Ouais, ouais, moi j'en ai 23, tu vois. Mais je me dis quelque part, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que c'est pas un peu aussi le test ultime pour un homme de... Enfin, le test ultime, c'est voilà, c'est quoi ta relation aux femmes, d'un côté, et c'est quoi ta relation aussi à l'argent? Ouais, carrément. Je pense que c'est un. En tout cas, je pense pas que c'est le test ultime, mais je pense que c'est un test très important, en tout cas. Ok. Et C'est quand tu vas avoir réellement épluché l'oignon où est-ce que tu vas arriver. l'alignement alors. C'est ça. Comment est-ce qu'on sait quand on est vraiment aligné avec... Parce que du coup, définissons un peu l'alignement. Pour moi, ma compréhension, c'est à un moment, j'aligne qui je suis maintenant avec qui j'ai envie de devenir dans 5 ans, par exemple. Ok, la personne dans 5 ans, elle fait, là, dans l'instant présent, elle fait cette action-là. Et donc, en fait, je suis aligné avec cette personne. Ça, c'est ma compréhension de l'alignement. Non, pour moi, c'est quand il n'y a pas de friction entre ton identité voulue et ton identité actuelle. Et qu'il n'y a pas de friction dans tes actions et dans ta vie entre qui tu as envie d'être et qui tu es. Si tu devais définir la personne la plus alignée, ou même toi, une personne lambda la plus alignée possible, par quoi est-ce que ça se traduirait, tu vois? C'est quoi sa manière de penser? C'est quoi sa manière d'aborder la vie? Comment est-ce qu'elle navigue tout ça, tu vois? Mais ça dépend des gens. Oui, bah évidemment, parce qu'on a tous des objectifs différents, mais je veux dire, surtout dans la manière, pas dans l'action même, pas dans la forme, mais plutôt dans le fond, tu vois. Dans le fond, je pense que tu le ressens quand tu es aligné avec ce que tu fais dans le business, etc. Par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple. Actuellement, je suis dans une phase assez chaotique au niveau géographique, tu l'as remarqué. Tu vois, sur ces dernières semaines en particulier, je suis passé en Bosnie, j'ai été en Suède aussi pour connecter avec Solbra et d'autres gars de l'équipe là-bas. MDR. Là, je suis en Hongrie, demain, je suis en Roumanie, c'est un peu le bazar. Donc, au niveau, par exemple, rythme de sommeil, rythme circadien, santé, c'est pas idéal. Pour autant, j'ai aucune friction avec le fait de faire l'introspection, avec le fait de faire les actions qui sont bonnes dans mon business, et j'ai quand même beaucoup de friction avec le fait de faire les trucs que j'ai pas envie que ce soit dans mon identité, typiquement scroller les réseaux, ce genre de choses, tu vois. Ça, pour moi, c'est des signes que je suis sur du moins une bonne voie sur l'alignement, sans dire que je suis parfait parce que c'est pas le cas, tu vois. Euh, je sais pas si ça répond à ta question pour le coup. Ouais, non, c'est très clair, c'est très clair. Mais donc en fait, c'est un peu le stade ultime de, ok, après introspection, on aligne qui on est dans l'instant présent par rapport à qu'est-ce que la personne qu'on aimerait devenir ferait du coup justement dans ce moment présent. C'est ça, par C'est vraiment rapport à l'identité avec à la vision identitaire qu'on a définie en fait. Parce que pareil, c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est les gens qui se disent j'ai envie d'avoir telle identité dans 5 ans, mais si tu veux avoir telle identité dans 5 ans, c'est bien de le conscientiser, mais il faut que tu commences à agir comme cette personne maintenant, tu vois. Sinon ça n'a pas de sens. Hum, comment est-ce que tu fais pour malgré le fait qu'à un moment tu aies défini qui tu aimerais devenir? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu facile aussi, tu vois, mais de rentrer dans une certaine obsession. Et j'ai envie de dire, tu vois, bah, tu as de la chance, tu as trouvé vraiment la chose dans laquelle tu étais bonne, peut-être dans laquelle où tu peux être payé, dans laquelle tu as du talent, enfin bref, tu vois, tu as un peu vraiment trouvé ta mission de vie. Alors, en vrai, ok, voilà, c'est bien d'être obsessionnel, tu vois, et un peu mettre les œillères et peut-être pas écouter trop les avis des gens à droite à gauche et vraiment juste foncer vers son objectif. Je m'en fous si les gens me comprennent pas, j'ai juste besoin de moi me comprendre, tu vois. Mais à un moment, est-ce que tu penses pas que justement, à un moment, tu vois, quand tu fais cette introspection et que tu définis peut-être qui tu veux être dans 5 ans, 10 ans, bah, que tu t'enfermes pas un peu dans une case et au final, tu commences de plus en plus à t'identifier à cette personne-là et peut-être que tu te rends compte qu'en cours de route, en fait, t'es pas du tout en fait cette personne et que bah, au final, tu avais les œillères pendant longtemps. En fait, du coup, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait, on fait pour naviguer la vie en gardant un esprit ouvert, tu vois, peut-être ouvert à d'autres opportunités ou d'autres rencontres, peut-être, tu vois.
Alors, il y a deux choses que je peux te dire là-dessus. La première, c'est que déjà, faut continuer. Enfin, le plus important, c'est d'être honnête vis-à-vis de toi-même. Tu vois, t'as dit mettre des œillères, pas écouter l'avis des autres. Ça, je pense que c'est réel. Par contre, pas écouter l'avis des autres, oui, mais écouter ce que ton subconscient à toi il te dit, tu vois. Ça, tu peux le voir manifestement quand, bon, les signes les plus honnêtes pour moi, ça va être les rêves, parce que quand tu te parles à toi-même, même quand tu journales, tu peux te mentir. Euh, mais dans le journaling, tu as quand même un process, tu vois, typiquement, je t'ai parlé des questions que je mets au début du coaching, mais je suis en train d'écrire sur ça justement avant-hier, je crois, quand j'étais en train d'attendre mon avion qui était en retard. Faut aussi se poser des questions régulièrement, tu vois. Et avoir un journaling typiquement toutes les semaines qui te pose deux, trois questions là-dessus, je pense que c'est important. Donc je vais dire les cinq questions que je pose, que moi je me pose toutes les semaines, pour voir si je suis toujours aligné et si je suis sur la bonne voie, typiquement. Donc la première, classiquement, c'est quelles actions. Donc ça, c'est pour voir le côté identitaire. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour réaliser l'identité que j'ai définie avant tout? Donc les actions, je me pose la question de quelles actions j'ai fait cette semaine qui étaient alignées avec mon identité de choix, et ça a été quoi les résultats les causes et conséquences de ces actions. Même chose pour les actions qui n'étaient pas alignées avec mon identité de choix. Et après, la question numéro 3, elle vient beaucoup sur ce que tu dis là, c'est est-ce que l'identité que j'ai choisie, elle est toujours un objectif pour moi? Et la réponse, ça peut être non. Et la réponse, ça peut être non. Et là, généralement, il faut revenir dans un travail d'exploration. Parce qu'encore une fois, l'introspection, c'est très bien, mais l'introspection sans action, c'est vain. Il faut revenir dans un travail exploratoire, que ce soit par l'introspection ou par l'ouverture au monde, que ce soit, j'en sais rien, tester un autre sport, un nouveau business, prendre les opportunités qui arrivent, justement, comme tu l'as décrit. Ça, c'est très très important, en effet. Et puis, un autre élément, c'est que ton identité de choix, elle peut ne plus être alignée avec ton objectif parce que tu es devenu cette personne. Ok, ouais, t'as atteint le goal, quoi. Et quand tu as atteint l'objectif, tu fais quoi? Ouais, ça c'est le pire truc, hein. Tu vois? Quand tu as atteint l'objectif, bah, faut retrouver une direction. Faut trouver une identité encore plus élevée qui te correspond et vers laquelle tu as envie d'aller, tu vois. Ouais, Encore plus élevée ou différente, évidemment. Mais c'est, si tu veux, ce travail d'amélioration de soi qui, pour moi, va plus loin qu'un simple développement personnel, parce que là, on va au point un peu identitaire et ben, même, tendance à dire un peu spirituel du truc, de qui j'ai envie d'être, quel impact j'ai envie d'avoir dans ce monde, tu vois. Est-ce que t'as pas aussi l'impression aujourd'hui, ce qui à un moment X, va me faire envie de devenir une certaine personne et d'avoir une certaine identité? Est-ce que tu penses pas que c'est surtout peut-être, je sais pas, le milieu social dans lequel j'ai évolué, les influences, tu le disais avant, peut-être, je sais pas, les influences que j'ai par rapport aux livres, par rapport aux films. Comment est-ce qu'on sait quand c'est notre identité à nous et que c'est pas juste quelque chose qu'on a emprunté, un rêve qu'on a emprunté à quelqu'un d'autre. Ok. Là, en vrai, ce que tu me poses, c'est une question philosophique qui se pose depuis des millénaires. C'est est-ce déterminisme ou liberté de choix, en gros, Ok, d'une certaine manière. intéressant. Donc, il y a plusieurs réponses à ça. Tu as des gens qui te diront que la vie est complètement déterminée. C'est pas quelque chose euh, auquel j'adhère, de par mes propres expériences, que ce soit du côté spirituel ou autre. Tu as des gens qui te diront à l'inverse qu'on a complètement la liberté de choix et qu'on peut pas, enfin, qu'on peut ne pas être le produit de son environnement. Je pense que c'est tout autant ridicule comme position. Euh, Justement, ce qui est censé faire ressortir ce travail d'introspection, c'est quelle est ton identité actuelle étant le résultat de tes influences culturelles et le toi propre, ce qu'on pourrait appeler ton âme si on prenait la vision un peu religieuse du truc. C'est séparer un peu le son du grain, si tu veux. C'est séparer ce qui est toi de ce qui est les influences culturelles. Je pense que c'est une question qui est naturelle de se poser, mais dont, au fond, on s'en fout un peu. Dans le sens où la réponse, c'est, OK, quelle identité tu as envie d'avoir par rapport à ça, par rapport à toi et tes influences culturelles, aujourd'hui? Si tu trouves que la personne que tu as envie d'être, certes, elle a été influencée par toutes ces influences culturelles, mais c'est quand même une identité qui te plaît, qui te rend heureux, et qui fait que tu es content de la vie que tu as et de l'impact que tu as, ça, c'est good, en fait. Ouais.
Et puis même au pire, en fait, si à l'instant T, tu penses que c'est la meilleure décision, en fait, et si tu t'en rends compte dans 5 ans qu'au final, t'as fait un peu fausse route, entre guillemets, bon, c'est pas forcément grave. Au final, tu pouvais pas, t'étais obligé de passer par là quelque part. Carrément, mec. Bah, typiquement, ça, c'est un peu le truc aussi de l'obstacle et la voie. C'est tout ce qui te pose problème, tout ce qui te freine dans ta vie, c'est là pour te donner une leçon. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai, tu vois. Tous les trucs qui ont été difficiles dans ma vie, ça a été le business en ligne, que ça a été la relation aux femmes, la pornographie, les substances, tu vois, l'alcool, le Hum. cannabis, ce genre de choses, les jeux vidéo, toutes ces choses-là, elles étaient là pour me donner une leçon, pour m'apprendre quelque chose. Et ouais, c'est vraiment cette vision-là de l'obstacle et la voie, en fait. C'est en faisant des erreurs que tu évolues, de toute façon. Oui, c'est un peu, ça serait un peu s'effacer soi-même au final si on voudrait remodeler un peu qu'est-ce qui nous a façonné quelque part. Exactement. Hum. Exactement. Très clair. Ok. J'ai une double question du coup, c'est numéro un, comment est-ce que tu expliquerais qu'aujourd'hui, bah, avec ce pouvoir qu'on a, bah, il y a si peu de personnes qui au final ont l'air de le prendre au sérieux et de le mettre vraiment en pratique. Et... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui ont un niveau de conscience assez élevé et qui, s'ils ne le sont pas, deviennent petit à petit un peu les maîtres de leur réalité quand même. Tu remarques, il y a eu la génération des boomers qui était très peu consciente des choses, globalement. Je pense qu'on peut le dire. Et les quelques générations d'après, je pense que c'est jusqu'aux milléniaux. Les milléniaux étaient à peu près cuits, en fait. Ils sont un peu fait détruire. Ils ont eu un éveil, mais ils ont eu un éveil à 30, 34 ans, ce qui n'a pas été trop tard pour certains, ce qui est trop tard pour d'autres. On est quand même une génération, en fait, si tu veux, génération Z et un peu après, un peu avant, où on a eu la chance d'avoir été mis la tête dans la merde assez tôt, d'avoir été mis, si tu veux, dans des choses assez extrêmes en vrai d'un point de vue de l'expérience humaine, que ce soit la malbouffe extrême, la pornographie, les contenus ultra stimulants, pour s'en rendre compte assez tôt, pour augmenter son niveau de conscience et sortir de ces choses-là, tu vois. Donc je pense que de ce point de vue-là, on a eu pas mal de chance, en vrai. Ok, je comprends. Ouais, l'obstacle et la voie. Encore une fois, ouais, ça revient à ça. Donc je pense qu'on sous-estime le niveau de cette génération enfin le nombre de personnes plutôt dans cette génération qui contrôlent quand même pas mal leur réalité et petit à petit en deviennent les maîtres. Tu vois, je pense que c'est un truc, genre moi enfin après j'ai pas une vision objective non plus là-dessus parce que je coach que des gens qui prennent de la direction justement dans leur vie comme ça. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de réel. Je le vois aussi dans mon entourage hors business en ligne, etc. Après, je pense que c'est quelque chose aussi de cyclique, si tu veux. Tu avais les générations d'avant qui ont été aussi confrontées à des choses très dures. Donc avant, les boomers, typiquement, c'était quoi? Ceux qui ont vécu les guerres, donc 14-18, 39-45. Et là, pour le coup, ils ont un peu la même, euh, entre guillemets, chance, hein. Alors, je dis pas que c'est le même contexte historique, la même histoire de vie, etc. Ça a rien à voir. Mais de ce point de vue-là, ils ont un peu cette même chance d'avoir été ouverts un peu sur la brutalité du monde assez vite pour pouvoir élever son niveau de conscience. Et est-ce que c'était différent à d'autres époques? Moi, je pense que oui. Mais là, ça rentre dans une question aussi un peu de spiritualité. Si tu veux, c'est la question des cycles spirituels. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as étudié du tout. Non, pas du tout. Typiquement, si tu regardes dans l'histoire des cycles spirituels, dans quasiment toutes les religions, les spiritualités anciennes s'accordent sur le fait de dire qu'en gros, là, on est dans le dernier âge actuellement. Que ce soit le Kali Yuga, l'âge du loup dans les religions nordiques, l'âge de pierre, etc. En gros, actuellement, on est dans l'état humain le plus dégénéré qui existe, selon les textes religieux et ces visions-là. Et du coup, selon les époques, si tu veux, il y a différentes choses qui amènent à différents résultats au niveau spirituel. Là, encore une fois, je te dis la manière dont c'est vu dans ces traditions-là. Moi, c'est quelque chose auquel j'adhère de par mon expérience. T'es pas obligé d'être d'accord avec. Dans l'époque dans laquelle on est, qui est la plus dégénérée, entre guillemets, le contact avec le sens, avec le divin, ce que tu essayes d'une certaine manière de commencer à toucher en introspectant et en définissant ton identité, définissant ta réalité, en contrôlant ta réalité, est beaucoup plus dur et beaucoup moins direct, mais l'effort est beaucoup plus récompensé.
Si tu veux, tu vis moins dans un état naturel de contact avec la nature, avec Dieu, etc. Parce que il y a toutes ces choses dégénérées dans notre environnement qui t'en empêchent. Mais faire des efforts, par contre, peut t'amener beaucoup plus loin que dans les époques passées. Tandis que si tu prends justement l'âge d'or, donc ce qui est vu comme un âge il y a des millénaires, des dizaines de millénaires, j'en sais rien, le contact avec le spirituel était beaucoup plus naturel. Le fait d'être dans un état de créativité et d'alignement était beaucoup plus naturel parce que tu étais dans un environnement justement qui permettait à l'humain d'être comme ça. Mais par contre, le fait de faire des erreurs et le fait de ne pas rester sur la voie était beaucoup plus puni, était beaucoup moins... Oui. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est fou, hein, mais parce qu'en fait, on est tous, on grandit tous, comme tu disais, en fait, dans des prisons dorées. C'est qu'en fait, on n'a jamais eu autant de liberté de penser, de faire, de posséder. Et Et au tout le temps, final, on est enfermé par nos instincts les plus bas et par des choses extrêmement... c'est ça. Mm. Et en fait, je pense que fondamentalement, ce qui fait qu'on a une génération qui est si décadente, c'est qu'en fait, on n'a plus quelque chose d'au-dessus qu'on pourrait respecter par choix, par exemple une religion ou même peut-être une guerre. Tu sais, quelque part, je pense que euh, vivre l'expérience du feu, c'est quelque chose de, quelque part, tu sais, de très spirituel. Ça te met face à beaucoup de choses, la vie, la mort. Et je pense que tout ça, ça va te donner en fait une certaine manière de voir la vie. Et en fait, aujourd'hui, on est poussé, du moins en Occident et d'autant plus en France, on est vraiment poussé en fait dans 17, 18, 19, 20 ans voilà, pour la plupart. On n'a plus une explication commune partagée par tout le monde de voici comment une société devrait évoluer. Et donc, je pense que coupler ça au fait qu'on n'a jamais eu autant accès à de la dopamine hyper facile, en fait, ça fait qu'on a et d'un côté une perte de sens, et de l'autre, en fait, un semblant de nouveau pouvoir se donner une explication, en fait, quelque chose où, en fait, on se stimule juste par la dopamine au final. Carrément. Ouais, carrément. Et ce qui est intéressant avec ça aussi, tu vois, là, ce que tu dis, ça renvoie un peu aussi à la notion d'initiation. C'est-à-dire que quand tu regardes, que ce soit dans la plupart des tribus ou même plus récemment avec le service militaire qui a disparu dans la plupart des pays aujourd'hui, tu avais toujours un rite d'initiation pour passer à l'âge adulte, en fait, pour devenir un adulte. Il fallait que tu te confrontes à quelque chose, que tu te confrontes à la nature. Donc typiquement, tu avais certaines anciennes tribus germaniques où c'était le fait de rester 2 ans dans la forêt. Quand tu avais 15 piges, tu devais passer 2 ans dans la forêt. Et voilà, si tu survis, c'est bien, sinon, sinon tant pis. Et ça, c'est ce qui faisait que tu devenais un adulte, tu vois. Et ce qui fait aujourd'hui, je pense qu'on a autant de gens qui sont perdus, c'est à la fois ce manque de connexion avec le spirituel, comme tu le dis, mais ça, je le vois aussi comme une opportunité de créer ses valeurs ou d'avoir une forme de spiritualité plus solaire, selon que tu accordes de l'importance côté Nietzsche. Et voilà, je pourrais revenir dessus parce que les termes peuvent porter à confusion. Et surtout que ce côté initiation, il manque. Ce côté initiation, il manque énormément. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Tu peux aller au lycée, tu peux aller en études sup, mais tu vas être initié à quoi en études sup? On t'apprend juste à rester un gamin plus longtemps, tu vois. On t'apprend à faire la fête, à avoir des relations sans signification. C'est rien de très Bien sûr. intéressant, tu vois, Ouais, de ce point de 100%. vue-là. Non, mais c'est très vrai. Je pense qu'il y a, ça me fait penser à un livre, peut-être que tu le connais en anglais, c'est King, Warrior, Lover et Magician. Et ça a été, du coup, c'est de l'influence de Jung. Et il parle justement au début de pourquoi est-ce qu'il y a tant d'hommes enfants, en fait, des hommes enfants qui prennent pas leurs responsabilités. C'est justement voilà, parce qu'il n'y a pas ce rite de passage. Et c'est donc de notre responsabilité individuelle, nous en tant que jeunes hommes, de à un moment nous-mêmes passer par nos propres rites qu'on aurait définis. Ou... Faut se créer ses propres rites, exactement. C'est le prochain point auquel justement je voulais t'amener. C'est que ceux qui aujourd'hui arrivent à atteindre des grandes choses, même j'aurais tendance à dire ont le potentiel d'aller plus loin que les générations passées qui avaient ces rites qui étaient déjà inclus dans la société, c'est ceux qui vont devenir leurs propres esclaves en fait. C'est ceux qui vont s'imposer ce genre d'initiation par eux-mêmes. Tu regardes, il y a une citation de Nietzsche, je ne saurais pas de la faire mot pour mot parce que je ne l'ai pas mot pour mot, mais en gros ce qu'il dit c'est que quand tu es un enfant, tu es un généraliste. Si tu veux. Quand tu es un enfant, tu
voit le monde dans son ensemble sans avoir besoin de catégoriser les choses. T'as pas besoin de dire un arbre c'est un arbre. Tu vois l'entièreté des choses telles qu'elles sont. Après, pour devenir un adulte, justement, il faut que tu te spécialises. Spécialisation, c'est l'initiation en quelque sorte aussi. C'est le fait, du coup, de devenir ton propre esclave pour devenir excellent dans un domaine, en l'occurrence développer une expertise par exemple, ou te confronter à la nature, te confronter à quelque chose, pour une fois que tu deviens, disons, un adulte plus avancé, tu peux atteindre ce modèle du sage, ce modèle du magicien peut-être. Euh, donc c'est intéressant que tu parles de ce bouquin de Jung. J'ai jamais lu les gens qui interprétaient Jung, j'ai toujours lu Jung lui-même. À la source, ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans ses écrits, carrément. Ok, intéressant. Il n'y a plus de rites, de passages qui sont codifiés et qui sont par lesquels tous les hommes passent. On doit prendre les choses en main, un peu une forme de nihilisme, on pourrait dire actif. Mais du coup, par quoi est-ce que ça se traduit ce challenge? Alors, tu disais, voilà, il faut devenir son propre esclave. Qu'est-ce que tu entends par ça? Alors typiquement, moi si je devais donner mon exemple propre, j'ai fait une tentative de ça qui a été avortée parce que ça n'a pas fonctionné une première fois, quand je suis parti de France pour aller m'expatrier en Pologne. Et en fait, j'ai pas su faire face au chaos que j'avais là-bas, construire un business et me rendre indépendant. Et ce que j'ai fait, erreur classique, complexe maternel, pas au sens de Freud, mais au sens de Jung justement, c'est-à-dire besoin de sécurité. Je suis rentré chez mes parents au bout de 8 mois, parce que j'avais pas réussi du coup à faire décoller les choses comme je voulais, et je pouvais pas me soutenir tout seul financièrement. Une fois que je me suis rendu compte que c'était une erreur, quand j'étais chez ma famille, je me suis à nouveau confronté aux choses. Je suis devenu sans domicile fixe, tu vois. Je suis allé dormir chez des potes au début. Bon, ça se passait moyen, etc. J'ai réussi à me faire héberger sur une ferme. Je dormais dans l'étable, donc truc, voilà, c'était assez rustique, on va dire. Il y a d'ailleurs plein de vlogs sur ma chaîne de cette époque-là où je pionçais dans ce truc-là, si tu veux, parce que j'étais dessus. Et là, j'ai vraiment refait face au chaos. J'ai eu à construire des relations aussi, à l'époque. Euh, et c'est là où j'ai réussi à vraiment faire décoller ma boîte. Et ça, dans mon cas, je dirais que ça a été mon premier, peut-être mon deuxième rituel d'initiation. Le premier, je dirais que c'est plutôt le côté spirituel que j'ai eu avant la Pologne, justement, où bah, je me suis confronté à une forme de discipline, d'autodiscipline absolument extrême, où, en gros, je taffais à l'usine, plus à la boucherie, plus j'étais étudiant, je pense que je faisais du 100 heures semaine sur ce que je faisais. Et la nuit, en fait, je dormais pas, je méditais toute la nuit, tu vois. Ça avait duré 2 mois. Ça, c'était je disais, une première forme d'initiation. Je savais pas vraiment ce que je faisais, mais en fait, ce que j'essayais de faire, c'est que j'essayais de moi-même m'initier, devenir indépendant, en fait. Devenir indépendant de manière extrême, c'est-à-dire devenir indépendant même de ma faim, de mes pulsions sexuelles, même de ton envie de vivre, même si ça peut paraître excessif. Et en fait, je voulais une forme de liberté totale, si tu veux. Ok. C'est le nirvana, en fait, au final, que tu cherchais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est se dire, ok, nos ancêtres, le fait de se Au mettre chaos. ouais, face au chaos, qui en fait, le chaos va venir en face de toi et va te poser une question simple, c'est qui tu es, qui tu veux devenir. Ouais, En fait, c'est soit tu trouves une réponse et tu évolues, soit dans le meilleur des cas, tu restes la même personne. la même personne, au même level et peut-être que tu vas toucher des aides toute ta vie, tu vas habiter chez ta mère toute ta vie, ou dans le pire des cas, en fait, tu sombres. Ouais, absolument. Ok, C'est pas une intéressant. réponse facile, mais c'est une réponse que les gens ont besoin d'entendre, je pense. Je pense que tu vois, il y a beaucoup de jeunes hommes qui pourraient nous entendre, à qui ça ferait du bien, en fait, d'entendre ce que je dis là, tu vois. Même si c'est désagréable, parce qu'ils se disent, ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse des choses difficiles, mais ils ont besoin, enfin, ils ont envie de l'entendre au fond d'eux, tu vois. Ça remet la balle dans ton camp. Ouais, ouais, carrément. Bah, ça te rend responsable de ta vie, en fait. 100%. Tu parlais avant du complexe maternel. Ce que ça m'inspire, le mot, je connais pas le concept plus que ça, c'est peut-être, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal de gens qui sont dans cette situation-là, tu vois, aujourd'hui, Énormément. de jeunes hommes. Comment est-ce que toi tu définis aujourd'hui le complexe maternel? Qu'est-ce que c'est? Et Ok, alors c'est une très grande question. Je vais essayer de te le rendre le plus vi- simple ouais, possible. Mais si je devais le résumer, ce serait simplement par un manque d'intégration du féminin et par un manque de capacité masculine à faire face au chaos, un besoin de sécurité
et qui se manifeste dans des comportements, typiquement du fait de rester vivre chez ses parents, de ne pas se confronter aux femmes, ce genre de choses. Et comme je t'ai dit, les causes, elles sont deux. Elles sont un manque de masculinité, mais aussi un manque d'intégration de la part féminine. Donc l'anima et l'animus, du coup. Alors, l'animus, alors oui, du coup, en ce sens-là, ouais. Euh, Généralement, ce que je vois, c'est que beaucoup des mecs, typiquement dans l'entrepreneuriat, qui sont dépendants sur des routines extrêmement strictes, sur énormément de discipline pour agir et pour réussir dans ce qu'ils font, c'est des mecs qui, et pareil, qui vont essayer d'être extrêmement masculins, tu vois, qui vont afficher genre, ouais, je fais des ultramarathons, des trucs comme ça sur les réseaux, tu vois. C'est des mecs qui, à côté de ça, ont une grosse part féminine pas assumée. Et attention, c'est pas quelque chose de négatif, tu vois. C'est juste, par exemple, au fond, ils ont un peu une âme d'artiste, ils aimeraient bien faire du violon, ils aimeraient bien chanter, et c'est des choses qui se refusent parce qu'ils essaient de incarner cette image hyper masculine. Des fois, ça va se manifester d'autres manières. Ils vont avoir des complexes au niveau sexuel qui vont être assez déviants, ce genre de choses, tu vois. Ok, Je te le dis parce que c'est des choses que je vois très souvent. d'accord. Et ça vient de ce côté-là, d'une manque d'intégration de l'anima. D'un manque d'intégration de l'anima. Ok. Et est-ce que tu penses pas que quelque part c'est un peu une réponse justement à cette perte de masculinité qu'on peut avoir justement du fait que on n'est pas de rite de passage. Encore pire que ça, bah on nous donne pas un peu le manuel d'emploi s'il était donné avant. Moi, je pense que c'est surtout qu'avant il y avait des personnes qui bah, de génération en génération, des comportements étaient transmis, mais qui ont été vraiment cancel en fait depuis grosso modo les mai 68. Est-ce que tu penses pas aussi que cette vague d'hyper fausse masculinité, si on pourrait l'appeler comme ça, avec Dan Bilzerian et Ouais, ce genre de mec. toute la team, ouais. Et est-ce que tu penses pas que c'est justement même au-delà du fait qu'il y ait ces personnes, mais surtout qu'il y a un très grand engouement derrière, tu penses pas que c'est un peu une réaction un peu maladroite justement Ah, mais bah, complètement. des hommes aujourd'hui qui en fait n'ont plus aucun repère sur qui ils sont et quelle est leur place en fait. Absolument. Et encore une fois, je dis ça pas pour pas pour les attaquer. Je suis passé par là également. J'ai tenté ce truc de développement personnel hyper discipliné, etc. C'est juste que c'est pas la vraie réponse, en fait. Mais non, mais je pense que c'est une réponse complètement naturelle, en fait, à ce qui se passe dans ce monde, si tu veux. Ok, hyper intéressant. Comment est-ce que Tu vois, typiquement, si je devais te donner un exemple, moi, la phase où j'ai réussi finalement à vraiment faire face au chaos, à, du coup, justement, devenir SDF, construire mon business et être de ce point de vue-là, et aussi dans ma relation, de ce point de vue, avec ma copine de l'époque, être très masculin de ce point de vue-là, être beaucoup dans Mhm. l'animus, c'est le moment où j'ai commencé à me laisser, tu vois, le soir, mec, j'étais en train d'écouter de la musique, j'étais en train de chanter, tu vois, alors que c'est des trucs que je m'autorisais pas avant. Mhm. Typiquement, le chant, la musique, c'est quelque chose de très féminin dans l'essence, dans l'énergie. Mhm. Encore une fois, féminin ou masculin, ça veut pas dire bon ou mauvais, c'est juste des énergies opposées, tu vois. Des énergies. Ok, très clair. Super intéressant en tout cas tout ce qu'on a échangé. Si on devait faire un peu un condensé, si on devait digérer tout ce qu'on s'est dit lors de cet entretien, c'est peut-être aujourd'hui, tu vois, il y a quelqu'un qui regarde cet épisode et bah, peut-être qui a entendu nos paroles et ça a beaucoup résonné avec lui, ou peut-être qu'il se dit, peut-être qu'il a un moment dans sa vie où peut-être il comprend pas ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il veut, et qu'en fait, tu sais, il est vraiment dans cette réalité où il se sent bah, bloqué et qu'il arrive, c'est ça. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire, tu vois, genre, quelles sont vraiment les actions avec le meilleur retour sur investissement ou je sais pas, peut-être même une mini roadmap, tu vois, pour, ok, partir de ce constat-là et commencer, tu vois, justement, c'est la question auquel on se disait au début, bah, à devenir justement créateur de sa réalité et ne plus subir comme il a subi jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est assez simple, il y a vraiment juste deux leviers. Introspecter, comme on l'a dit, c'est-à-dire se poser les questions, comment j'en suis arrivé là, euh, pourquoi j'ai tel ou tel comportement, quel comportement j'ai pas envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de commencer à faire, etc. Enfin, vraiment se poser des questions complètes sur sa vie, ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, et ce qu'il a envie de créer. Et
Il n'aura pas forcément les réponses à tout d'un coup, ce qui est normal aussi. Tu vois, comme on l'a dit, de toute façon, ce travail introspectif, il doit être fait assez régulièrement. Hmm. C'est-à-dire toutes les semaines se poser quelques questions pour voir si on est sur la voie ou pas. Mais je pense faire un gros bilan comme ça, c'est tous les 3, 6 mois, un an, tu vois, selon à quel point tu évolues vite. Mais aussi agir. Et agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, s'il a défini qu'il n'était pas satisfait aujourd'hui de sa forme physique du côté athlétique, bah, expérimenter des sports, tu vois, tester des trucs. En fait, à chaque fois, c'est juste tester des trucs. Tester des trucs, voir ce qui te plaît au point où tu as envie de faire l'effort de le maintenir sur une durée assez longue pour que ça te donne du résultat. Ça, c'est que tu vas avoir au final trois parties, le présent, le passé et le futur. Comment est-ce que tu aborderais justement ces trois horizons de temps différents, enfin, si on part du principe qu'ils existent, euh, comment est-ce que tu commences par le présent? Est-ce que tu commences par le passé? Est-ce que tu, j'imagine, finis par le futur? Comment est-ce que tu abordes ça, tu vois, pour le faire d'une manière la plus logique, la plus efficace et peut-être la plus digeste? En vrai, sur l'introspection, c'est assez simple. Tu vas te poser d'abord des questions sur le passé. En regardant ce passé, tu vas voir comment il a amené ton présent actuel. Et après, tu vas regarder comment ton futur va se passer si tu te laisses définir par ton passé. Donc ça, c'est l'antivision, ça c'est ce que tu n'as pas envie de devenir. Et tu vas regarder ton futur si c'est toi qui le définis. Une fois que tu as ces deux Intéressant ça, sortes cette nuance. de vision et d'antivision l'une te tire vers l'avant, la vision, et l'antivision te pousse un peu au dos, tu vois, bah tu vas chercher à vivre déjà comme cette vision de toi dans le futur. Insane. Tu vois, c'est ce. Autant la vision, tu vois, c'était relativement clair. Pour moi, c'était comme ça que je définissais le futur. Mais c'est vrai que je pense que l'antivision, c'est très puissant aussi. L'antivision, c'est extrêmement puissant. On vit beaucoup par négativité, on vit beaucoup par opposition à des choses négatives. Donc faut en faire usage. On commence par le passé. Ensuite, on va définir du coup le présent. Et ensuite, on va définir sa vision et surtout, et aussi plutôt, son antivision de, ok, si là, dans le moment présent, je ne change pas tout ce qu'il m'a défini jusqu'à maintenant, bah en fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et dans l'autre sens, si là, maintenant, dans le moment présent, je mets les choses en place, qui je deviens? Et des fois, c'est dur, hein. Et justement, voir cette antivision qui est très négative, ça peut mettre un petit coup de fouet, tu vois. Genre, ça peut te réveiller un peu. Quand tu regardes l'antivision et que tu te dis, ok, je serai à 40 ans encore chez mes darons avec pas de relation stable et malheureux dans ma vie, tu te dis, ah ouais, ok. Et toujours addict à, je sais pas, le cannabis et le porno, tu te dis, ah ouais, ok, quand même, ce serait peut-être bien que je me bouge le cul, tu Hmm, vois. Je pense clairement. que, je pense que le côté antivision est souvent sous-coté aussi dans l'importance qu'il a, pour le coup. On est souvent poussé plus par quelque chose qui va être négatif. Tu sais, ça fait plus mal de perdre 10 000 balles que ça fait du bien d'en gagner 10 000. D'en gagner 10 000, ouais, carrément. Voilà, j'ai l'impression là, on a le plan d'attaque. Évidemment, après, du coup, c'est forcément passer à l'action. Tu vois, il y a une petite partie de moi qui me dit, quand j'imagine une personne ou même ma version de moi qui, par un moment dans ma vie, et puis même encore aujourd'hui, tu vois, bah, peut-être euh, bah, va procrastiner sur certaines choses, ou n'est pas comme j'aimerais être, tu vois. Est-ce que d'après toi, c'est restreint ou pas de se dire juste, en fait, juste mec, il faut juste que tu passes à l'action et que tu fermes ta gueule. Ou est-ce que derrière aussi, tu as une manière d'aborder ça, peut-être, je sais pas, j'allais dire un process. Est-ce qu'il faut juste à un moment se dire, avoir cette petite voix dans sa tête qui est en mode bouge-toi le cul et ferme ta gueule? Ou est-ce il faut encore continuer à comprendre de pourquoi est-ce que même quand on sait, qu'on connaît sa vision et son antivision, en fait, on passe toujours pas à l'action. Parce que ça, je le vois beaucoup autour de moi, tu vois. Ouais, ok. Alors, faut comprendre les motivations et faut agir dessus, encore une fois. Si par exemple, ce qui t'empêche de vraiment passer à l'action, c'est trop de confort, bah tu fais ce que j'ai fait Hmm. tu vois, quand je me suis retrouvé dans ce lieu, quand je dormais à la ferme, il y a un moment où je commence à me dire, attends, là mon business il grandit, mais si je continue comme ça, je vais rester pioncé dans les tables tout le temps en fait. Parce qu'en fait, je suis pas si mal que ça là, tu vois. Enfin, après, bon, moi, je suis habitué à un niveau de confort très bas. Enfin, je suis heureux avec un niveau de confort très Hmm. bas. Mais voilà. Et bah, typiquement, tu fais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est-à-dire que tu prends tes économies, tu te dis, ok, je prends un billet d'avion à 200 balles pour la Croatie, Airbnb sur place. Moi, dans mon cas, j'ai eu de la chance parce que j'avais des contacts sur place. Et quand je serai là-bas, je me démerde. Tu vois. Donc, si par exemple, tu vois que ce qui te manque pour passer à l'action, c'est pas une vision, une antivision, tout ça, tu l'as déjà, mais que c'est un excès de confort, bah, t'élimines l'excès de confort. Ok. Et tu penses que du coup, la plupart des, euh,
des situations où justement on procrastine, ça vient d'un excès de confort quelque part, ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose encore? Je pense que ça vient de deux choses. Ça vient soit d'un manque d'alignement, c'est-à-dire que tu as défini des objectifs qui n'étaient pas les tiens. En gros, tu as défini des objectifs par rapport à ce que tu as vu sur Internet, ce que les mecs t'ont dit que tu devais faire, que tu devais faire 10K par mois, que tu devais vivre à Bali, que tu devais faire je sais pas quoi. Donc là, ça vient d'un manque d'alignement. Et là, bah, justement, c'est le travail de l'introspection, normalement, de t'aider à un minimum éliminer ça, ou d'un bon mentor, justement. Et bah, le deuxième élément, ouais, c'est l'excès de confort, hein. L'excès de confort, ça tue, hein. Et l'excès de confort, ça tue beaucoup de gens. C'est vrai, tellement de personnes qui, bah, justement, ont ce confort, par exemple, bah, de pouvoir rester chez leurs parents. Ouais, Donc du coup, ils en jouent, ils en surjouent, et au final, en fait, tu te retrouves à 30 piges, j'étais toujours chez les darons, quoi. carrément. Mais tu vois, j'en parlais, j'étais en train d'écrire un article là-dessus hier, justement. Mais t'as des gens aussi, à l'inverse, qui n'agissent pas par un excès de confort. T'as des mecs qui ont une éthique de travail immense, qui sont capables de, quand ils se mettent sur un projet, ils agissent quoi qu'il arrive. Mais en fait, juste, ils savent pas ce avec quoi ils seraient vraiment alignés, tu vois. T'as des mecs à qui l'introspection manque et qui ont déjà ce côté action, mais t'as des gens à l'inverse qui ont le côté introspection, qui réfléchissent beaucoup à leur vie, machin, mais qui agissent pas, tu vois. Et voilà. Je vois beaucoup dans le milieu entrepreneurial, justement, qui à l'inverse ont déjà cette capacité à se mettre dans l'inconfort, à faire des choses difficiles et tout, mais comme ils vont pas dans la bonne direction, ils procrastinent. Ok, mais donc c'est-à-dire qu'ils vont travailler à moitié, ou en fait, ils pourraient Ils vont travailler avoir beaucoup. beaucoup, ils vont avoir beaucoup de résistance sur des tâches dans leur business, sur des trucs, pas parce qu'ils ont un excès de confort ou parce que c'est pas des mecs qui bossent dur, mais parce que c'est leur subconscient qui essaie de leur dire, mec, ce que tu fais, c'est pas ce que tu as envie de faire. Ok, très clair. Ces Ok, mecs-là, quand tu leur fais introspecter, tu leur fais réaliser ce qui leur plaît vraiment, après ça flot, ça coule de source, tu vois. grave. Est-ce qu'on pourrait pas définir, bon, est-ce qu'il y a pas l'homme, Dieu, et entre deux, il y a le demi-dieu, et c'est en fait un peu celui qui s'est compris, et celui qui a réussi à agir suite à ça. Carrément. Bah, ce à quoi je voulais t'amener sur le côté auto-initiation, etc., c'est que dans l'initiation et dans beaucoup des éléments de spiritualité anciens, tu as ce côté de spiritualité lunaire, plutôt féminine. C'est-à-dire c'est grâce à Dieu que j'en suis arrivé là, je demande la grâce à Dieu, je demande ceci à Dieu, et c'est Dieu qui me donne ce que j'ai. Dans ce côté de te créer tes propres rites initiatiques et de définir ta propre vie, il y a beaucoup un côté spiritualité solaire, plus masculin, qui est le fait de s'identifier à Dieu. Ce qui ne veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné, de se dire je suis Dieu, machin, mais de essayer d'agir et de vivre comme si on était un Dieu, justement. Et ça, c'est ce concept-là du demi-dieu que tu vois dans beaucoup d'anciennes traditions et d'anciennes spiritualités, qui pour moi a plus de sens, même d'un point de vue masculin, et qui d'ailleurs bah, a beaucoup plus de sens que beaucoup des spiritualités classiques du livre, comme le christianisme Mhm. ou autre, tu vois. Ok, donc c'est un peu quelque part à un moment se dire, euh, j'ai une part de Dieu, ou peut-être même je suis Dieu, enfin, ça, on pourrait parler de pendant 45 minutes de la conception encore et la définition de comment est-ce qu'on définit Dieu, mais c'est un peu se dire, j'arrive à la vie, c'est pas la vie qui arrive à moi. C'est un peu une traduction un peu maladroite de l'anglais. Euh, mais donc du coup, toute cette mentalité-là, tu peux l'avoir uniquement quand tu passes par cette introspection en premier. Ensuite, tu passes par ton rite initiatique, C'est qui ça. après, en fait, va te permettre d'avoir une action un peu infinie, et qui va te permettre de, comme à l'image de Dieu, un peu créer, peut-être que, on pourrait dire que De créer Dieu, ta réalité, littéralement. voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, Dieu arrive à créer à partir de rien. Enfin, du moins, c'est comme ça que, par exemple, dans l'islam, c'est ça. Dieu est unique, notamment parce qu'il crée à partir de rien. Mais nous, on pourrait dire qu'on est des demi-dieux parce qu'on peut créer, mais à partir de ce qu'on a. Ça encore, je pense que l'humain a vraiment cette partie divine dans le sens qu'il est capable, d'une certaine manière, de créer à partir de rien. Mais globalement, ouais, c'est ça la vision. En gros. C'est ça la vision. Ok, trop C'est bien. même ce que tu vois dans les rêves lucides dans les rêves lucides, typiquement, tu es l'architecte de ta réalité. C'est-à-dire que tu peux choisir de faire apparaître quelqu'un, de faire apparaître un objet, de te téléporter. Tu peux faire ce que tu veux dans les rêves lucides. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est un des meilleurs outils pour apprendre à manifester dans la vie. Tu vois? Parce que ça t'apprend à être en contrôle de ta réalité. Mais même dans les rêves lucides,
tu as beau être une forme de créateur, c'est quoi qui a permis à ces images d'être créées? Ok, c'est toi qui fais apparaître, je sais pas, Mhm. l'objet devant toi, mais les détails sur l'objet, tu n'y as pas forcément pensé. T'as pas pensé à chaque détail, t'as pas pensé à chaque atome de la chose. Et pourtant, ils sont là. Ouais. C'est là-dessus qu'on pourrait séparer le Dieu, entre guillemets, réel de la partie divine de l'homme. Mais je pense que ce qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est d'incarner leur partie divine. Et c'est d'arrêter d'avoir de la fausse humilité vis-à-vis de ça, si tu veux. Mhm. Vivre en soumission, en fait, au divin, d'une certaine manière. Ouais, je voyais une phrase, je sais plus qui dit ça, j'ai pas envie de citer quelqu'un, dommage pour lui, mais en gros c'est euh, Dieu t'a donné une épée et toi tu lui demandes un bouclier et ça a été ça ta première trahison. On t'a donné la capacité à créer, à agir et toi en fait, J'ai juste voulu te protéger. Ouais. et toi tu veux juste te protéger des événements. Alors qu'en fait, à un moment en fait t'aurais pu voir puisque tu vois même les événements même tu peux les reframe un peu en fait. Oui, À un moment tu peux tout reframe. tu peux tout reframe et c'est assez impressionnant. Alors ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, peut-être de ta communauté, la mienne un peu moins, mais peut-être connaîtront Alex Hormozy. Et lui, il est assez fort sur ça, le fait de réussir à reframe un problème. Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire parfois, quand tu prends assez de recul face à une situation, tu peux te dire, c'est juste, bon, bah, j'ai envie de devenir cette personne, il y a telle merde, telle merde, telle merde qui m'arrive dans ma vie. Tu peux la voir comme étant des merdes, mais quelque part, tu peux aussi le voir en mode, Ah, bah, c'est c'est grâce à ça que juste je vais devenir réellement cette personne. exactement. Et bon, c'est assez simple à comprendre, C'est assez dur à mettre en application. c'est assez dur à mettre en application. Mais fondamentalement, je pense qu'on en revient toujours à ça en fait. C'est justement accepter cette part de solaire qu'on a. Parce que ça donne la responsabilité. Parce que ça remet la balle dans notre camp. Et ça. Par contre, ça met aussi toute la responsabilité aussi dans ton camp. Et la responsabilité, comment? Responsabilité extrême. J'ai plus enfin, c'est un terme qui vient de l'anglais, un mec qui a inventé ça. Et en gros, c'est le fait d'être, comme tu es créateur de ta réalité, tu es aussi complètement responsable de tout ce qui se passe dans ta réalité. Donc c'est une position qui est difficile, c'est pas une position qui est facile. Mais c'est aussi une position qui est magnifique, qui te donne des opportunités absolument infinies. C'est ça. Bah surtout que elle est difficile dans le sens où, bah, encore une fois, ça met Ça toi te au met, centre. Ça ça te te met met face à toi. toi-même. Ça te met face à toi-même. Là, est-ce que tu penses pas qu'en l'état actuel des choses, pour beaucoup d'hommes, ça va être extrêmement compliqué que de se mettre dans cette position, de voir la vie de cette manière, si on ne vit pas j'allais dire, un cataclysme, tu vois, une guerre ou quelque chose qui nous sortirait vraiment de notre confort. Tu vois, fondamentalement, est-ce que tu penses pas que c'est aujourd'hui plus simple pour un mec qui a notre âge, qui est en train de se battre à Kharkiv en Ukraine ou que sais-je, qu'un mec, je sais pas, de notre âge qui habite en campagne française et qui a jamais été face à l'adversité, tu vois. Alors, oui, mais je pense que c'est encore une manière de se rassurer, tu vois. Je pense que les jeunes hommes qui nous écoutent n'ont pas besoin d'entendre ça, en fait. Ils le savent que, oui, leur situation, elle est plus facile et que du coup, ils ont plus de confort et que du coup, ils ont moins à se confronter à ces choses-là. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est qu'ils ont la possibilité de créer leur réalité s'ils se confrontent aux choses, tu vois. C'est comme les mecs dans l'entrepreneuriat qui te parlent en permanence de biais du survivant. Hmm. Je déteste ces mecs. Ok, C'est des énormes fils de pute. Je vous le dis. ok. Parce Vas-y, que rappelle-lui ce que c'est. biais du survivant, c'est le truc de, en gros, les gens ils vont te donner des conseils parce qu'ils ont réussi, mais ils n'ont pas vu les mêmes mecs qui ont appliqué les mêmes conseils et qui sont tous cassés la gueule. Tu sais, c'est le truc de, tu vois l'avion qui revient pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vois tous les endroits où il y a des impacts de balles. T'as un ingénieur qui dit, ouais, faut renforcer ces endroits-là. T'en as un autre qui dit, mais attends, si l'avion il est revenu, c'est-à-dire que ces endroits-là ils tiennent, faut renforcer les endroits où il n'y a pas d'impact de balles. Ah, ok, intéressant. Biais du survivant, c'est ça, sauf que moi, ce qui me casse les couilles avec les gens qui en parlent tout le temps, c'est que c'est des gens en fait qui ont fait tout ce qu'il fallait euh, pour réussir et qui vont me dire non, mais c'est juste parce que j'ai eu de la chance, parce que je suis un survivant. C'est pas vrai. T'as testé 30 idées de business différentes, ça fait 10 ans que tu t'acharnes, que t'es sous café instant et pas que tu cru toute la journée. Tu l'as mérité, ton succès.
Et y compris des mecs qui d'ailleurs ont beaucoup plus galéré et trimé que moi. Tu vois. Et ils vont quand même passer leur temps en vidéo à parler du biais du survivant et de non, mais moi j'ai eu de la chance, machin. Non, ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est que la réalité, c'est qu'ils sont en contrôle de leur réalité, qu'ils ont la possibilité de réussir. Ça veut pas dire que ça va être facile. Oui, le biais du survivant existe, mais s'attarder à longueur de journée là-dessus, c'est juste. En fait, tu fais de la démotivation. Tu vois. Est-ce que tu as envie d'avoir un impact négatif sur le monde comme ça en démotivant les gens, ou est-ce que tu as envie de les amener à les tirer vers le haut? Ouais, dans les dernières décennies, il y a tellement nos codes nos codes ont tellement été de société bousculés, tu vois. Alors pour certains, c'est un cataclysme, pour d'autres, nous, on pourrait peut-être voir ça comme une opportunité de justement recréer nos propres valeurs. Mais je pense qu'en fait, il y a tellement, c'est difficile parce qu'il y a tellement de monde qui sont maintenant face à ce choix ultime de bah, qu'est-ce que tu veux, qui es-tu, définis-toi, qu'en fait, ils croulent, en fait, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent C'est pas. vrai. Après, de ce point de vue-là, personnellement, j'ai une vision assez élitiste. Voilà. Je pense Ni- pas que tout le monde y arrivera, Ok, et je pense pas que ce soit grave, en fait. Genre, j'ai de l'empathie pour ceux qui vont pas y arriver, hein. J'ai beaucoup d'empathie pour eux, mais je vais pas non plus, si tu veux, comment, dénigrer ma réussite ou la réussite des autres par rapport à ceux qui n'ont pas réussi, tu vois. bien sûr. Donc en gros, c'est un peu la vision nietzschéenne de l'aristocratie, c'est se dire les vrais aristocrates, c'est ceux qui font usage de leur volonté de puissance et qui arrivent à se créer une certaine situation. Et donc c'est pas une question de riche ou de pauvre pour que les gens comprennent bien quand on Ouais, définit en fait, faut l'aristocratie. arrêter d'avoir de l'envie, c'est terrible. Tu vois, j'ai un bon exemple de ça, quand j'étais en Suède, j'ai discuté pas mal avec un gars avec qui, d'ailleurs, je vais aller au Paraguay en septembre, qui me disait que, avec un peu de honte, qu'il était un trust fund kid, tu vois. C'est-à-dire que ses parents avaient tu vois ce que c'est un trust fund? Un fonds d'investissement, en On gros, investe, ouais. qui lui rapportait des dividendes et que lui, en gros, il avait déjà un salaire de, je sais pas, 4000 balles sans rien avoir à faire pour toute sa vie, tu Ok. vois. Et je lui dis, mais frérot, c'est génial. Genre, c'est une chance que tu as dans la vie. Arrête d'avoir honte du truc, profites-en. Tu vois, moi, j'ai grandi, mes parents, ils étaient profs des écoles, profs de physique-chimie. Ils m'ont apporté d'autres choses, ils m'ont apporté des valeurs. Je ne dénigre absolument pas mes Mhm. parents. Mes grands-parents étaient fermiers slash menuisiers. J'ai eu d'autres opportunités dans ma vie, mais il faut arrêter de s'excuser pour les avantages que tu as sur ce monde, en fait. Ouais, faut en profiter. Faut en profiter. Ce qui ne veut pas Clairement. dire qu'il faut pas être empathique avec ceux qui n'ont pas ces avantages-là, mais il faut pas s'excuser pour, tu vois. Le problème, je pense, des forts aussi, ça c'est un truc dont Nietzsche parle également, c'est qu'ils ont tendance à trop facilement se laisser avoir par cette morale des faibles, tu vois. Qui leur disent, et la société rend systématiquement suspect le fait de chercher l'excellence. Tu vois. C'est vu comme quelque chose de bizarre de vouloir chercher l'excellence. Parce que la Est-ce- société, c'est cette force c'est la plus grosse personnification, si tu veux, de cette force maternelle, féminine dont je parlais, Mhm. qu'il faut vaincre. Vaincre le complexe maternel. Bah, vaincre le complexe maternel, c'est vaincre sa dépendance sur la société et aussi vaincre sa dépendance sur la morale de la société. Est-ce que tu penses pas que justement cette aversion à l'excellence, elle vient pas quelque part en fait des centaines et des centaines d'années où en fait tu avais des personnes à qui en fait on- le pouvoir entre guillemets était légué et en fait à un moment donné il y a eu un trop plein alors mais est-ce que tu penses pas qu'à un moment il y a vraiment cette aversion et on a créé justement de la morale parce il y a des personnes qui ont abusé justement de ce pouvoir, mais qui au final ne l'ont pas mérité, si ce n'est par leur descendance. Alors je pense que cette inversion, entre guillemets, elle est l'état naturel de l'homme, malheureusement. Je pense qu'en ce sens, typiquement la civilisation européenne, pour une bonne partie, est une exception de l'histoire et pas la règle. Ce que j'entends par là, c'est que tu regardes typiquement les civilisations asiatiques. Ils avaient ce modèle sociétal très fort bien avant l'Europe. Sauf que ce modèle sociétal, c'est le modèle de la ruche. C'est le modèle de la mère société qui te fait croire qu'elle te tient en sécurité, mais qui au fond n'en a rien à foutre de toi. C'est-à-dire que si elle a besoin de t'envoyer une guerre et de faire mourir des millions de personnes, elle le fera.
Les sociétés qui cultivent l'excellence individuelle, qui rémunèrent l'excellence individuelle, c'est une rareté dans l'histoire humaine. C'est une absolue rareté. Et c'est quasiment systématiquement des sociétés nomades. C'est les nomades, les guerriers nomades de l'âge de bronze, c'est les hommes de la mer qui ont conquéri le nord de l'Europe à certaines époques. C'est ce type de modèles sociétaux-là. C'est les conquistadors également. C'est les conquistadors également. Euh, je pense que la nature de l'homme là-dessus est contraire à la nature de la société humaine, si tu veux. Hmm. Ok, en gros, La recherche de l'excellence, en particulier chez les jeunes hommes, fait peur à la société. hmm. Surtout aux personnes qui la dirigent, Bah oui, vieilles parce qui. que c'est une force disruptive, si tu veux. Oui, C'est une force qui a envie de prendre leur place. Donc c'est naturel que ça leur fasse peur. Euh, mais je pense qu'il faut incarner ça d'autant plus, justement. 100%. Comment est-ce que tu imaginerais, toi, justement, la société euh, où justement, on aurait une génération dorée d'hommes qui, justement, se rendraient compte de leur puissance et de comment est-ce qu'elle pourrait influencer et impacter le monde malgré leur jeune âge, mais même si on est plus jeune du tout. Comment est-ce que tu imagines la société, ou du moins les groupes d'hommes de nos âges qui la peupleraient, tu vois? Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ok. Je pense que la génération Z et la génération Alpha, je crois que c'est ça, on est les générations qui se sont fait casser la gueule assez tôt, qui ont été mis face aux horreurs de la modernité assez tôt pour réaliser cette nature-là. Et par la nature, encore une fois, de ce que je t'ai décrit, c'est-à-dire des nomades qui ont conscience de cette force-là, qui sont responsables de leur réalité, il n'y en aura pas beaucoup. C'est une société, si tu veux, comme c'est une forme d'organisation qui est basée sur l'excellence, naturellement, il n'y en a pas beaucoup qui arriveront à ce niveau-là. Mais je pense quand même qu'on est les générations où c'est le plus propice pour y arriver aujourd'hui. Justement, peut-être du fait que bah, la toile est vierge. Ou du moins, enfin, du moins, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un entre-deux. C'est un peu Tu regardes, récit. aujourd'hui, t'en vois des tonnes, des mecs de 18-20 ans qui font 1 million par mois sur les réseaux, qui se sont bougés le cul, qui ont des physiques de fous, qui, je sais pas, qui sont partis méditer dans les montagnes pendant 2 ans et qui n'ont rien fait d'autre que méditer. Plus que jamais. Plus que jamais. C'est cette génération-là qui va tout casser pour moi, qui va reprendre le monde qu'on a actuellement. Là, on nous a donné un monde détruit, qui nous a détruits, très jeunes. Et on a, en fait, en se construisant nous-mêmes, ça c'est un message qui, je sais pas s'il peut me foutre dans la merde ou quoi, tu vois, mais en se construisant nous-mêmes, pour moi, d'une certaine manière, on est en train de prendre les armes pour reprendre le monde de demain, justement. Même au niveau politique, tu le vois. Plus en plus de politiciens jeunes, que ce soit aux US ou quoi, qui commencent à... En fait, pareil, les réseaux sociaux, tous les outils qu'ils ont utilisés pour nous détruire, sont en train de se retourner contre eux. Parce que les réseaux sociaux, ça va ramener les instincts du peuple, les instincts de la masse. Parce que ces instincts-là, ils veulent par exemple un leader charismatique. Et le leader charismatique, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit jeune. Et s'il a des idées extrêmes, ça passe. Tu vois? Donc là, pour moi, on est en train de vivre un tournant d'une certaine manière. Même s'il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Et bah, si vous voulez faire partie de ce tournant-là, faut se bouger le cul maintenant. Faut introspecter, faut agir pour revenir. Mais c'est bien qu'on ait un peu bifurqué sur ce sujet parce qu'au final, il revient beaucoup avec ce qu'on disait. Et en fait, c'est toujours cette vérité fondamentale que bah, aujourd'hui, en fait, nous, jeunes hommes, on a ce feu sacré qui est en nous de la création et que à nous de nous en rendre compte individuellement, à nous de briser les schémas qui nous en séparent jusqu'à maintenant, justement en faisant l'introspection. Mais par contre, il faut vivre et il faut se lever le matin avec cette responsabilité ultime que si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Exactement. C'est Exactement. exactement ça. Bon, Sacha, c'était super intéressant. Non, c'était un Merci en plaisir. tout cas. Comment est-ce que les gens pourraient te suivre, te contacter, en apprendre un peu plus sur toi? Ils peuvent me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mes deux chaînes YouTube. J'en ai une où je fais du contenu un peu plus cru, long format, etc. Et une où c'est un peu plus edit. Et bah, ils peuvent me retrouver sur Instagram aussi, classiquement. S'ils veulent me poser des questions, m'envoyer un message.
Trop cool. Bah, de toute façon, je mettrai le lien de tes chaînes YouTube et de ton Insta dans la bio. Je te remercie, mec. Et ouais, let's go. Super. Bon, bah écoute, mec, franchement, ça m'a fait grand plaisir. C'était le premier épisode. Ouais, c'est rigolo. C'était franchement, une conversation très, très intéressante. Et puis, hâte de suivre la suite sur ton compte Insta, mec. Bah, mec, au plaisir. Puis hâte de suivre ton évolution à toi aussi. Merci, mec. Prends soin de toi. À la prochaine. À la prochaine. À plus. Ciao.